Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 22 avril 2020. Voici la colonne vertébrale du journal. À Touba, le célèbre marché Ocas va cesser donc d'ouvrir pour un temps afin de mettre toutes les chances de notre côté pour freiner la chaîne de transmission du virus. Les chefs religieux sont en première ligne. Les aides alimentaires vont enfin être livrées après un moment d'atermoiement et de polémique. Le ministre Mansour Faye en a fait l'annonce lors d'un déplacement effectué à Kaffrine. Le témoignage d'un employé d'un centre d'appel qui se dit surpris de ne pas être particulièrement suivi quand bien même il a côtoyé de tellement près des Covid plus dans son lieu de travail. On va entendre sa confession donc surprenante à visage couvert. Il fut un temps où les Français avaient été traités de Gaulois réfractaires par leur président. Sommes-nous atteints par cette même maladie ici au Sénégal? Nous aurons la réponse sociologique dans cette édition. Et ça a l'air d'une douche froide pour le professeur Raoult, défenseur invétéré de la chloroquine contre les premiers symptômes du virus. Une étude américaine vient de dire que les conclusions du professeur sont aussi fantaisistes que dangereuses. Le développement de la titraille dans un moment. Les marchés du Sénégal donc ferment les uns après les autres. Le marché Ocas à Touba donc va être fermé à partir de demain jeudi. Une mesure conservatoire qui a été prise aussi bien par les autorités religieuses qu'administratives là-bas. Donc à Touba, la ville sainte où nous retrouvons Goran Daklo et Tchernofei. Suite à une réunion entre autorités administratives et municipales, les commerçants du marché Ocas de Touba vont baisser rideau ce jeudi. Une mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Une décision magnifiée par bon nombre de commerçants. Nul n'ignore l'existence réelle de la maladie, car c'est ce qui pousse les autorités à demander la fermeture du marché. Nous devons suivre toute instruction. Si certains approuvent la mesure de la fermeture du marché Ocas, d'autres restent sceptiques. Ils nous disent de rester chez nous sans rien. Ils devaient nous accompagner avant de prendre cette mesure. Mais bon, nous sommes des fidèles et nous croyons en Dieu. Pour ce vendeur de lait, le manque à gagner sera énorme. L'économie est au ralenti depuis le début de la pandémie. La clientèle n'y est plus, donc c'est nécessaire pour moi de le fermer provisoirement car les cas issus de la transmission communautaire augmentent. Touba continue d'enregistrer des cas positifs au Covid-19 issus de la transmission communautaire, un moment où les autorités s'activent pour stopper la propagation du virus. Et c'est un document d'ITV qu'on va suivre tout de suite, les confessions et le témoignage d'un agent d'un centre d'appel à Dakar où 4 cas positifs ont été détectés sous le couvert de l'anonymat. Il soutient avoir été en contact très rapproché avec ces malades. Donc voici la suite de l'histoire avec ce témoignage recueilli par Boubacar Dian et Moudoufal. Le jeudi 14, lorsqu'on est venu travailler, on nous a signalé qu'il y a un cas suspect dans cette entreprise, sans nous donner de nom ni aucun signe. C'est par la suite qu'on nous a demandé de rentrer chez nous jusqu'à nouvel ordre. Et par la suite, le samedi vers 18h, on m'a envoyé un message pour me faire savoir que le travail recommence. C'est par la suite que j'ai alerté mes amis en leur disant qu'on doit retourner au travail. Et c'est eux même qui m'ont fait savoir que le cas suspect, eux, ils le connaissent. Par la suite, ils m'ont donné son nom. Et moi, automatiquement, je les ai fait savoir que le cas suspect, j'étais en contact permanent avec lui tous les jours. Et vous-même,
aussi c'est pareil pour vous. Et comme vous le savez, lorsque des gens se regroupent, donc là, pour vous dire vrai, on ne respectait pas les mesures qui ont été prises. Parce que des fois, on se regroupait en tant qu'amis pour faire du thé, pour faire du café, et on était en contact permanent tout le temps. Par la suite, le gars avec qui ils partageaient les mêmes groupes, ces gens ont été testés, et certains d'eux ont été testés positifs. C'est par la suite que moi et mes autres camarades ont eu peur, en dénonçant que nous, on ne va pas retourner au travail tant que tous les conseillers qui se trouvent à PCCI n'ont pas eu à faire le test. C'est par la suite que le lendemain, on est allé à la direction pour leur faire signaler qu'il y a d'autres cas qui ont été testés positifs. Mais eux, ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que ne donnez pas l'alerte à vos camarades qui sont sur place parce qu'ils peuvent créer un psychose. Mais nous, on n'a rien dit, on a rentré chez nous. Et quand on est rentré chez nous, par la suite, le lendemain, encore, un autre copain avec qui on était tout le temps ensemble, plus proche même, nous a appelé pour nous dire qu'on lui a fait le test, il a été testé positif. Il est actuellement à l'hôpital de l'Aldiam avec un autre de ses camarades qui sont au nombre de 2. L'autre a été mis en quarantaine à Lagrose. Et le surlendemain, le lundi, on l'a testé positif. Il m'a appelé pour me l'informer. Et moi, automatiquement, les autorités sanitaires m'ont appelé hier pour me faire le test. En ce moment-là, j'attends mes résultats. Ainsi que un autre ami qui a eu à faire le test hier soir. Mais malheureusement, lui aussi, à minuit, les services sanitaires l'ont appelé pour lui dire que ses résultats sont positifs. Et il a été directement amené à l'hôpital principal où il se trouve actuellement. Et bien sûr, la voix que nous venons d'entendre a été modifiée. Les Sénégalais développent-ils ce qu'on appelle des patients toxiques ou sont-ils réfractaires à toute forme d'injonction ou bien les accable-t-on par facilité, l'engrenage et les développements dans le mauvais sens que nous sommes en train de voir dans le pays sont donc expliqués par une forme d'incrédulité et de désinvolture. Voici donc le sujet. Est-ce un élément de la sociologie? C'est un sujet réalisé par Cheikh Hassan Fall et Mafrir l'attitude de certains Sénégalais qui ne cessent de braver les interdits depuis l'apparition de la maladie. Une attitude qui n'est pas dénuée de sens pour le socio-anthropologue. Les populations, de façon générale, préfèrent plutôt affronter la maladie plutôt que d'affronter la faim dans une certaine mesure. Et nous constatons que ces mesures sont prises au piège un peu par la forme, un peu de la façon de vivre des Sénégalais qui vivent au jour le jour, ce qui fait que la plupart des populations préfèrent un peu vaquer à leurs occupations. Une population qui, pour le professeur, n'est psychologiquement pas prête à vivre un confinement total, comme le souhaitent certains. Dans le subconscient des Sénégalais, on constate qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à accepter un peu ce confinement général. Partout, on parle de confinement, mais on n'est pas encore un peu dans ce confinement. Mais les Sénégalais, vu un peu leur mode de vie, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'ils soient un peu en mesure de respecter un peu ce confinement. Ils vont braver l'interdit. Et si ce confinement n'est pas encore à l'ordre du jour, c'est parce que le chef de l'État est conscient des réalités économiques d'une grande frange de la population, raison pour laquelle l'accent est mis sur la prévention. On peut ne pas aller au confinement général si on continue à nous déployer dans les outils communicationnels pour mieux sensibiliser les populations à rester chez elles. Bon, maintenant, s'il y a lieu de faire un confinement général, ça sera très difficile de contrôler une population de 14 millions de Sénégalais où des foyers peuvent naître partout au niveau territorial. Le professeur Moussa Seydi l'a répété à plusieurs reprises. Le combat contre le coronavirus n'est pas le combat de la guérison, mais plutôt celui de la prévention. Un message que beaucoup de Sénégalais ne semblent pas intégrer.
Et ça pleurniche de tous les côtés par ces temps de virus. Les tenanciers de bistrots ainsi que les restaurateurs sénégalais sinistrés donc demandent instamment un accompagnement afin de ne pas plonger. Depuis 2 mois, c'est l'inactivité de leur côté. Et un de leurs responsables s'est confié donc et a répondu aux questions de Moustapha Gabar Diop. Déjà, le mois passé de mars qui vient de s'achever, on a eu à payer l'intégralité des salaires de nos employés. Et ce mois d'avril qui est en train de finir, le président avait proposé qu'on paye les 110% du salaire des employés. On ne sait pas où est-ce qu'on va les prendre. Donc le plus tôt serait le mieux pour nous de venir en aide pour qu'on puisse quand même faire face à cette situation. Sinon, ça sera la catastrophe. Et on aimerait avoir un soutien à 100% du gouvernement parce que nous participons déjà à la formation des jeunes, à la création de l'emploi, à la diminution du chômage, et travaillons aussi dans le social et dans le culturel. Je ne pense pas que vraiment qu'il y aurait de perspective à ouvrir en temps partiel et autres. Peut-être après qu'on appelle la période de Ramadan, qu'on pourra quand même... Mais on aimerait quand même rencontrer les autorités bien avant cela, le plus rapidement possible, pour qu'on puisse trouver une solution définitive à tous ces problèmes. Et après les atermoiements et le petit désordre, ça va être le démarrage effectif de la distribution des secours alimentaires sur le territoire national. Donc c'est prévu dès la semaine prochaine. C'est le ministre Mansour Faye qui s'en occupe, qui vient de le préciser au cours d'un déplacement qu'il a effectué à Birkilane. Il est ici au micro de Amagor Robertnian et Sidignan. Nous avons constaté que le processus s'est déroulé dans les règles de l'art. Et je disais tantôt même lors de la rencontre que le département de Birkelane n'était pas un bon exemple. Parce que tout simplement, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières. Toutes les orientations dans les TDR ont été suivies et même améliorées au niveau local. Nous avons été au niveau du magasin de Birkelane, assistés donc, au déchargement du riz d'abord, parce que nous avons décidé, parce que le riz constitue le quota le plus important, 100 000 tonnes à l'échelle nationale. Donc pour nous, il était important de démarrer par le riz. Ensuite, les autres denrées vont suivre. Dans 3 ou 4 jours, tout au plus, les autres denrées vont venir. Une fois les kits au complet, cela va coïncider donc à la fin des travaux réalisés par les comités à l'échelle village ou à l'échelle quartier. Et à partir de ce moment, nous allons commencer à démarrer les distributions. Donc nous visons peut-être tout au plus, une semaine tout au plus, pour pouvoir démarrer en tout cas la distribution pour que les populations elles-mêmes puissent avoir accès donc, à leur kit alimentaire. On avance donc tous masqués en cette période et cela pour de très bonnes raisons. On s'arrête donc à ce stade du journal, à ce centre d'incubation qui s'active dans la fabrication de masques de protection. Il est en capacité de produire 1 millier de masques par jour, ainsi que nous la rappellent Omar Khan et Mafalfal. Le centre d'incubation d'Araf Issameng est complètement transformé en une usine de fabrication de masques. Une usine d'une capacité de production de 1000 masques par jour, distribués gratuitement dans la commune. Notre capacité de production, c'est 1000 masques par jour. Du fait que nous avons lancé un slogan, un Yofa, un masque, donc tout Yofa doit avoir un masque. C'est pour cela que nous sommes là chaque jour de 10h jusqu'à 19h pour qu'on puisse au moins satisfaire la moitié de la population pour qu'il y ait un masque, chacun ait un masque. Donc nous avons 17 machines qui sont disponibles pour chaque jour construire des masques, 17 machines. La distribution, pour l'instant, nous avons commencé au niveau du marché de Yoff avec 1500 masques, au niveau du quai avec 300 masques, au niveau des garages, ligne 4, ligne 3, parce que c'est eux qui se déplacent de ville en ville pour chaque jour. Donc on est en train de faire des sensibilisations et nous sommes en train de donner aussi des masques au niveau des quartiers. Venu visiter les lieux, le ministre des collectivités territoriales magnifie l'initiative du maire de Yoff. Une initiative à démultiplier. J'ai pu constater que la commune de Yoff a répondu positivement à l'appel de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, sur la mise à disposition de masques. Des masques de qualité, j'ai pu constater sur place. D'ailleurs, le masque que j'ai mis
provient de cette production avec des machines modernes, avec également des jeunes et des femmes qui se sont engagés et dévoués gratuitement pour contribuer à leur manière aussi à ce combat. C'est le lieu pour moi donc de féliciter M. le maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, et inviter toutes les collectivités territoriales à s'y mettre dans la fabrication massive de masques en faisant travailler les tailleurs au niveau local tout en respectant effectivement les normes qui sont mises en œuvre pour la fabrication de ces masques, ce qui est le cas aujourd'hui ici à Yoff. La mairie de Yoff montre la voie. C'est aussi le temps de l'humain, c'est ce qu'a dit l'autre jour un très bel esprit et les résidents de la cité Cyprès 2 ont saisi la balle au bon et ont contribué à l'effort global donc au travers de produits d'entretien remis au SAMU municipal et les soignants ainsi que la municipalité en sont très satisfaits. Baba Ndiaye. Dans la lutte contre la Covid-19, l'association des habitants de la cité Cyprès 2 n'est pas en reste. Ses membres ont fourni des produits au SAMU municipal, un moyen, selon eux, de contribuer à l'effort de guerre. Nous avons pensé qu'en tant que voisins du SAMU, qui profitons tout le temps des services offerts par cette structure médicale, il est de notre devoir de les appuyer à travers un acte plus que symbolique. Parce que franchement, ce n'est pas beaucoup de produits que nous avons amenés. Et ça a été décidé vraiment à la va-vite. Et on s'est dit qu'il serait bien quand même de leur fournir des masques chirurgicaux qui font aujourd'hui défaut dans ce pays. Un peu de gel pour les patients qui viennent aussi. Et aussi d'autres produits pour désinfecter, démoustiquer et autres. Un geste magnifié par le personnel soignant qui souligne que ce lot de matériel est venu peu à l'heure. C'est là un geste qu'on salue à sa juste valeur, d'autant plus que c'est arrivé à un moment opportun, à un moment où vraiment les besoins par rapport à ces produits-là sont accrus. Parce que tout simplement, on est dans un contexte de crise où évidemment on a besoin de tous ces produits-là, que ce soit au niveau... en tout cas, c'est des produits qui sont nécessaires en tout cas pour les mesures de protection auxquelles les autorités sanitaires invitent tout le monde. Venu représenter le maire de Grand Yoff à la cérémonie de remise, il salue l'acte à sa juste valeur avant de lancer un appel solennel aux administrés au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Je voudrais tout d'abord remercier l'association de la Cyprès 2, pour ce geste qui est, de mon point de vue, un geste patriotique. Je pense que le corps soignant est en train de faire un travail énorme. La presse également a fait un travail extraordinaire. Maintenant, il nous revient maintenant à tout un chacun de prendre ses responsabilités et de vraiment appuyer. Parce que la meilleure façon d'aider justement l'État, d'aider le corps médical, le corps soignant, la meilleure façon, c'est vraiment d'observer toutes les mesures donc, de précaution qui ont été édictées par ces structures-là. Les actions de solidarité ne cessent de se multiplier en cette période de pandémie au Sénégal. Conscient du danger, tout le peuple s'est mobilisé pour vaincre l'ennemi commun qu'est le Covid-19. Et l'outil numérique est très utile par ces temps. Il y en a d'ailleurs qui l'utilisent à très bon escient, comme ces deux étudiants sénégalais qui viennent de mettre en place et administrent un site internet en mettant en exergue les données utiles contre le virus, ainsi que nous le rappelle Moustapha Gabar Diop. Ils sont étudiants en statistique et ont décidé de mettre leurs connaissances au service de la lutte contre Covid-19. Depuis le 4 avril, ils ont lancé le site Covid-19 Ndoug Xibar pour retracer l'évolution du virus au Sénégal. Donc en tant qu'élève statisticien, mon savoir-faire, c'est les données. Donc pourquoi pas essayer de voir comment aider la population à pouvoir suivre l'évolution du Covid-19. Et de là, j'ai pensé à la création du site. Donc au début, nous présentons un peu l'évolution des cas positifs, des cas encore sous traitement, du nombre de décès et ainsi de suite, en détail. C'est-à-dire l'évolution
Mais il y a des études plus poussées, parce que le site se veut plus un site d'information, qui ressemble à l'information statistique. Visualisation des données sur Covid-19 en temps réel, études sur le sujet et sensibilisation, autant d'informations disponibles sur le site en direction du grand public. On veut vulgariser toutes les initiatives qui sont faites dans le cadre, qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc les études-là en font partie. C'est fait par des statisticiens, des mathématiciens qui essaient de prévoir un peu l'évolution du Covid-19 et sur lesquels les autorités peuvent se baser pour mettre en place leur politique. Si un individu lambda a besoin de l'information, il peut le trouver. Si un statisticien a besoin de l'information sur des études menées, notamment sur les méthodologies, il peut le trouver. Si une personne veut être sensibilisée, il peut le trouver là-bas. Si une personne veut faire une alerte, il peut aussi trouver cette condition là-bas. Même s'il ne collabore pas encore avec les autorités, la plupart des données du site proviennent des communiqués quotidiens du ministère de la Santé. Ces jeunes statisticiens aimeraient disposer du nombre de cas par commune pour faire un traçage plus poussé de l'évolution du virus. Et dans ce contexte, les amis sont des parents choisis. L'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, sans faire aucunement d'autosatisfaction, a parlé des efforts que Bruxelles est en train de faire en faveur de notre pays. On va suivre tout de suite son intervention. Je pense que la pandémie nous a tous choqués. Elle continue à nous choquer, bien sûr. Ses conséquences sur la santé, sur la vulnérabilité des uns des autres sont considérables. Mais je crois qu'il ne faut pas être pessimiste, parce que si l'on regarde la réaction en Europe, peut-être qu'au tout début, il y a eu ce stress, cette anxiété qui a fait que les réponses ont été un petit peu centrées vers l'intérieur. Mais très vite, d'abord, l'Europe s'est ressaisie pour des réaction, on va dire, à la fois au niveau sanitaire, social, économique, au niveau du continent, au niveau de l'Union européenne, du groupe très solidaire, très axé sur la coopération et sur la gestion de la crise aujourd'hui et maintenant. Et dans cet aspect de solidarité et de réaction, encore une fois, ce qu'on voit bien, c'est que cette crise ne peut être gérée et gagnée que si elle est gagnée partout et avec tout le monde. Donc bien sûr, la solidarité avec les autres parties du monde et tout en particulier l'Afrique est essentielle. Et l'ambassadrice qu'on a vue était dans nos locaux cet après-midi au sujet de l'annulation ou non de la dette africaine. Jean Ziegler, le sociologue suisse, a asséné toutes ces vérités. Il faut supprimer et effacer donc l'ardoise des pays les plus pauvres du monde. Il l'a dit dans un entretien accordé à Alassane Samba Diop. En tout cas, le président sénégalais a tout à fait raison. C'est l'exigence première de formuler cette exigence que je partage totalement. Il faut annuler la dette pour les pays les plus pauvres. Le FMI répond, on va suspendre pour une année le paiement des intérêts et des tranches d'amortissement, ce qui est évidemment ridicule et qui n'aide à rien du tout. Il faut supprimer, annuler la dette des 50 pays les plus pauvres, comme depuis très très longtemps d'ailleurs l'Union africaine et beaucoup d'autres organisations, l'OECD, etc., l'exigent. L'année dernière, au 31 décembre de l'année dernière, les 122 pays du tiers-monde, sans les BRICS, ont eu une dette extérieure publique cumulée de 2100 milliards de dollars, qui est donc tout à fait étouffant, de 2100 milliards de dollars. Ce qui fait que, par exemple, le Mali, tout ce qu'il gagne avec un peu d'exportation du coton, va immédiatement dans le paiement des intérêts, des tranches d'amortissement pour les pays, pour les banques créancières en Europe, en Amérique et au Japon. La même chose pour le Sénégal, tout ce que le Sénégal gagne avec l'exportation en devises, avec l'exportation d'arachide par exemple, va immédiatement et directement aux banques, sert immédiatement à servir la banque, le service de la dette. Et le reste de l'actualité en deux petits mots, Djamra et Mbagne Gatché viennent de demander la rouverture des mosquées pour le temps du Ramadan qui démarre ce week-end. C'est la position des bureaux exécutifs des deux organisations islamiques qui ont aussi insisté sur des mesures d'accompagnement sanitaire à l'instar de ce qui a été vu en Algérie et en Indonésie.
La mise en garde du CNRA contre tous les écarts qui pourraient résulter de ce qu'on appelle les sketchs Ndogu. Le CNRA mentionne que les contenus ont parfois heurté des sensibilités avec des dérisions qui sont vraiment limite. Le CNRA attire l'attention des éditeurs sur le respect dû à toutes les composantes de la nation et le régulateur de l'audiovisuel ne saurait tolérer aucun contenu qui pourrait annihiler la lutte contre la maladie. Donc pas de stigmatisation ni des victimes ni des zones de résidence, a averti le CNRA. C'est ainsi le momentum pour ce qui s'agit de nos correspondants. Ce soir, on va aller à Ziguinchor dans le sud, retrouver Hassan Ba Ziguinchor où on a noté dernièrement des remous. Bonsoir Hassan. Bonsoir Hassan Gueye, bienvenue à Ziguinchor. La région a enregistré aujourd'hui un nouveau cas positif et celui-ci est beaucoup plus inquiétant que les précédents. Il s'agit du Français de 73 ans, premier cas testé positif dans le département d'Oussouye, qui a été alors interné au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor pendant plusieurs jours avant d'être déclaré guéri après 2 tests négatifs comme prévu par le protocole mis en place par les autorités sanitaires. Quelques jours après sa sortie, il continuait de tousser. C'est ainsi qu'il lui a été demandé de s'auto-confiner et le prélèvement a été fait et les résultats sont revenus positifs. Il se trouve actuellement au centre hospitalier où il est revenu pour reprendre le traitement. Il vivait seul à la baie de Bukot Djembereng, mais il avait une femme de ménage et cette femme est placée en isolement pour une observation. À ce jour, la région de Ziguinchor compte 16 cas confirmés positifs, 3 guéris, 1 décès et 12 cas sous traitement. Il faut rappeler que les 3 départements de la région de Ziguinchor sont touchés après le premier cas détecté à Djouloulou dans le département de Bignona depuis hier. Merci Hassan Ba pour les nouvelles de la Casamance. Nous avons également Momar Alisnia à Saint-Louis pour sa piqûre de rappel quotidienne concernant le virus. Bonsoir Momar Alice. Bonsoir à vous, l'homme aux belles transitions, Hassan. Pour parler de Saint-Louis, Saint-Louis reste toujours avec ces 2 cas qui sont traités au niveau du centre de traitement qui se trouve à l'hôpital régional et de l'avis des spécialistes, ils attendent les résultats des tests effectués. Si ces résultats reviennent négatifs, ils vont devoir les libérer pour qu'ils regagnent leur domicile respectif. Et sur le terrain, la surveillance continue par rapport à cet arrêté du ministre de l'Intérieur exigeant le port obligatoire des masques dans certains endroits et édifices publics, une mesure bien appliquée et bien surveillée par les forces de l'ordre qui ne laissent rien au hasard. Les taxis, les bus sont visités et on exige aux passagers, en tout cas, le port de ces masques. Ce matin, on a même vu au niveau du pont Faidherbe, le pont qui relie le faubourg de Sort et l'île de Saint-Louis, les piétons qui voulaient enjamber ce pont, faute de masque, s'ils n'avaient pas de masque, ils ont été éconduits par les forces de sécurité et de défense. Et la brigade régionale d'hygiène est également sur le terrain pour effectuer de la sensibilisation, mais également un suivi des mesures d'hygiène dans les marchés et autres espaces publics de la capitale du Nord. Non loin de Saint-Louis, à Louga, c'est la consternation suite au décès enregistré hier. Les populations s'empressent en tout cas d'aller vers les marchés pour acheter des masques, des détergents et pour vraiment se plier aux directives de l'autorité sanitaire. L'autorité administrative a pris une mesure à Louga visant à délocaliser l'ensemble des commerçants qui étaient établis au niveau du marché central. Ils sont temporairement installés au niveau du stade de la cité Wattel, un stade donc qui offre de meilleures conditions de sécurité et d'hygiène dans le cadre de la lutte de cette pandémie qu'est le coronavirus à Saint-Guy. Merci beaucoup Alice. C'est encore la marée montante sur le front de la pandémie à l'échelle de notre pays. Les dernières nouvelles sont toujours flippantes. On va encore réentendre la voix radiophonique de Aloïse Wali Diouf. De la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous.
sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiés à Touba. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs est stable. À ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril 2020, le Sénégal a enregistré son 6e cas de décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le monde est toujours immense au-delà de nos murs d'habitation. Un petit mot du monde, donc, selon une étude sur les effets de l'hydroxychloroquine menée par des scientifiques américains, la molécule n'a pas amélioré le sort des malades américains du coronavirus. L'étude met en cause l'efficacité et l'utilité du médicament. Le professeur Didier Raoult est tout de suite monté sur ses grands chevaux en s'insurgeant contre une telle étude et parle de fake news et de ragots invraisemblables. Ce journal est terminé. Les principaux rendez-vous de la soirée avec Khalifa Diakhaté et le professeur Songué Diouf dans l'ère coronavirus, puis le couvre-feu de Didier Bouba et de toutes ses équipes. Donc le couvre-feu va suivre. Nous vous remercions de votre aimable attention. Bonsoir.